Tu vois ça? Eh bien, c'est ce qu'on fait chaque été pour essayer de sauver nos légumes. Et pourtant, le problème, c'est peut-être pas forcément la météo. C'est peut-être nos légumes eux-mêmes. Ça peut paraître bizarre, mais nos variétés actuelles de légumes sont le résultat de milliers d'années de sélection. Et du coup, pendant tout ce temps, on a choisi les légumes qui répondaient le mieux à nos besoins. Des fruits plus gros, une meilleure production, plus facile à germer, plus facile à récolter, parfois même résistants à des maladies, ou encore avoir un meilleur goût. Mais comme tu l'as vu dans la précédente vidéo, le climat change. Et la vraie question, ça serait pas plutôt, est-ce qu'on peut réadapter et réinventer nos légumes pour le climat de demain ? Dans la précédente vidéo, on a parlé des urgences au potager. L'ombrage qu'on peut faire, comment essayer de baisser la température ambiante avec la brumisation notamment, bref, tout ce qu'il y a autour de la plante pour éviter de la faire griller. Mais aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de travailler le cœur du sujet qui est pour moi la génétique de notre potager. Pour regarder où on va, il faut qu'on regarde d'où on vient. Retour 10 000 ans en arrière, au début de l'agriculture. Et comme tu le sais, à l'époque, il n'y avait pas de jardinerie, pas de sachet de graines, rien de tout ça. Que des plantes sauvages. Entre les premiers agriculteurs ont fait une chose toute simple pour eux, ils ont commencé à ramasser des graines qui les intéressaient. Une plante dont les graines restent attachées plus longtemps, elle mûrit plus vite et se récolte sans s'abîmer, et ce geste encore et encore sur des générations, des siècles et des milliers d'années, on obtient une véritable transformation génétique. Et quelque chose d'important va se passer. On a les populations de légumes qui vont évoluer. La plante, elle s'est jamais dit tiens je vais changer comme ça pour le bonheur. C'est bien l'être humain qui a sélectionné au fur et à mesure les plantes qui répondaient au mieux à ses besoins. C'est ce qu'on appelle plus communément la sélection. Ce phénomène, les scientifiques sont tombés sur quelque chose de très intéressant. Aux quatre coins du globe, avec des espèces différentes et à des temps différents, l'être humain a toujours sélectionné les mêmes critères. C'est ce qu'on appelle plus communément dans le jargon scientifique le syndrome de domestication. Prenons quelques exemples. Une plante sauvage dans la nature, son seul but c'est de préserver l'espèce. Donc il faut qu'elle se reproduise vite, grandisse vite et qu'elle s'implante rapidement. Un des atouts majeurs de cette plante, ça va être la dispersion des graines. En effet, si tu regardes bien dans la nature, il y a beaucoup de plantes sauvages qui utilisent divers mécanismes pour disperser leurs graines. Récolter ces plantes-là, c'est une vraie galère. Donc c'est pas du tout rentable pour nous. Ça ne répond pas du tout à nos besoins, donc ces plantes-là, on les a mis de côté au fur et à mesure. Même chose pour la dormance. La graine sauvage, elle attend le moment idéal pour germer. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça germe vite et rapidement. Le dernier exemple que je vais te prendre, c'est la germination. Il faut comprendre qu'une plante sauvage, pour perpétuer l'espèce, elle a besoin de disperser ses graines, on l'a vu. Mais elle a aussi besoin que ces graines ne germent pas toutes au même moment. Donc la germination va être légèrement différée dans le temps. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est une germination uniforme. Au fil des générations, ces petites différences, on fait évoluer grandement les populations sauvages. C'est ainsi qu'en répétant ce processus de sélection, les légumes qu'on a à l'heure actuelle ne ressemblent pas du tout à leurs ancêtres. Donc l'exemple le plus parlant, c'est le maïs. Le maïs, lui, c'est une plante qu'on a l'habitude de voir à l'heure actuelle. C'est une plante avec en gros une tige d'énormes épis pour un bon rendement. Le théocinthe, son ancêtre, est complètement différent. Il est très ramifié, avec des petits épis, avec très peu de graines, et ces graines ne restent pas sur l'épi, justement. Elles sont plutôt dispersées rapidement. Donc du coup, voilà, le théocinthe, l'ancêtre du maïs, a complètement évolué au fur et à mesure des générations pour arriver au maïs actuel. Si vous donnez un autre exemple, c'est l'exemple du chou. Une seule espèce de chou a donné naissance à 6 espèces actuelles. Donc ça, c'est encore une différenciation où chaque sélection a été portée sur une feuille, un fruit, un meilleur rendement, etc. Et on voit bien tout de suite comment ça évolue. Et il y a un piège auquel on ne pense jamais. On n'a pas modifié seulement les plantes de génération en génération, on a aussi modifié leur environnement. On a préparé le sol, on a mis une serre, on a ombragé la culture, on a fait en sorte que tout se passe bien pour elle. Donc en gros, on lui a mis un petit cocon pour qu'elle se développe dans des meilleures conditions. Autrement dit, ce qu'on a fait, c'est créer un environnement artificiel pour que la plante puisse s'exprimer à son plus haut potentiel. Et notamment, les variétés modernes ont été sélectionnées parce qu'elles sont très performantes dans l'environnement artificiel qu'on leur a créé. Mais si on enlève tout ça, elle va vite dépérir et avoir des rendements bien médiocres. En gros, c'est comme si on avait une voiture de course sur piste qu'on mettait sur chemin. Ça avance pas tout à fait pareil. Et c'est justement là que le changement climatique devient intéressant. Tu le comprends bien, l'environnement qu'on avait l'habitude de contrôler, il est de plus en plus difficile à contrôler. Et dans cette course à la performance, on a dû faire des choix. Je te reprends un exemple, parce que j'aime bien ça. La tomate. La tomate, ça fait 50 ans qu'on la sélectionne. Apprécie. Du rendement, une grande fermeté pour pouvoir être transportée. Une meilleure peau pour la conservation. Je ne sais pas si tu le sais, mais quand on fait de la génétique, on ne peut pas avoir tous les curseurs au bon endroit. Donc du coup, on fait des compromis. Et un des compromis qui a été fait sur la tomate, c'est le goût. Parce que le goût, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, entre guillemets, sur une variété
que de lui donner un meilleur rendement, une meilleure conservation. Le goût, lui, il est lié au sucre, à la texture des arômes, à la texture de la tomate elle-même. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de critères et c'est difficile à mettre en place. Pour illustrer mon propos sur la tomate, il faut savoir qu'il y a une étude génomique récente qui a été réalisée sur plusieurs variétés d'espèces de tomates qui a conclu que depuis les 50 dernières années, on a perdu une grande partie de la diversité liée au goût. Et dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. Et oui, c'est que tous ces gènes n'ont pas été perdus. Ils sont là, présents, dans des variétés locales, anciennes, ou même encore dans les variétés sauvages. Il suffit simplement d'aller les chercher. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite sur 775 variétés de tomates, et ouais, j'aime bien regarder les études. Et bien ces études, elles ont permis d'identifier des pistes pour restaurer les caractéristiques gustatives des tomates. Pendant des siècles, chaque région avait ses variétés locales, ou les landraces pour les intimes. En gros, pour faire simple, un même légume qui était cultivé dans le sud de l'Espagne ou qui était cultivé en Bretagne, était totalement différent. Ces populations n'étaient pas parfaitement identiques. En gros, ils n'étaient pas du tout homogènes. Mais c'était là leur plus grande force. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein d'un même champ, il y avait énormément de diversité génétique. Une plante produisait plus, sa voisine résistait aux champignons, une autre formait des racines plus profondes pour aller chercher de l'eau, et du coup, en standardisant nos graines, au fur et à mesure, on a perdu ces caractéristiques. On a tout simplement vidé notre boîte à outils. Et du coup, face au changement climatique, on a un petit retour en arrière de la part des scientifiques et des chercheurs. Tout le monde essaye de récupérer des variétés locales afin de récupérer du matériel génétique. Il faut se poser la question, est-ce que nous, à notre échelle, on est capable de faire de la sélection? La réponse est tout simplement oui. Alors, on va faire un exemple, imagine la scène. Tu vas planter 30 pieds de tomates. En mois de juillet, une petite canicule de forte chaleur arrive, supérieure à 38 degrés. Il y a 20 pieds de tomates où les fleurs avortent et ils font la gueule. Les autres, eux, restent verts, continuent de produire et les fleurs restent sur le pied. Et la nouaison se fait. Il va y avoir deux réflexes qui vont s'affronter. Le premier, c'est le réflexe classique. C'est-à-dire que les personnes lambda comme toi et moi, on va plutôt privilégier les grosses tomates sur le plus gros pied. Alors que le sélectionneur, lui, il va regarder sur les 10 pieds qui ont donné jusqu'à la nouaison, ceux qui sont bien restés verts, qui ont vraiment bien résisté à la sécheresse et dont le goût de la tomate lui convient. Du coup, tu récupères ces graines, tu les ressèmes et tu fais ça chaque année. Tu viens d'amorcer un processus de sélection. Il faut faire attention parce qu'il faut bien comprendre ce que tu fais. Tu ne pourras pas créer une variété de tomates en seulement 2 ou 3 générations. Mais attention, il y a un piège monumental. Une plante qui a résisté, comme on l'a vu, elle a peut-être résisté tout simplement parce que le sol était plus adapté à cet endroit-là, meilleure rétention d'eau, moins de chaleur. En gros, c'est ce qu'on appelle l'effet d'environnement. Pour valider une vraie résistance génétique, il y a 2 règles d'or. La première, il faut que tes plantes soient cultivées dans les mêmes conditions, même eau, même exposition, même stress. Et la deuxième règle, c'est de répéter ça dans le temps. En effet, si tu aperçois qu'un caractère revient génération après génération, bingo, tu as fixé quelque chose. Là, je pense que je vais pas me faire des amis. Pourtant, il y a une chose essentielle à comprendre. Il faut faire une différence entre acclimater et adapter. Parce qu'on entend trop souvent, je vais garder cette graine parce qu'elle va s'habituer à mon sol. Alors, attention aux mots, parce qu'une plante peut s'acclimater durant sa vie, avoir un meilleur système racinaire pour aller chercher de l'eau en profondeur, mieux résister à la chaleur en enroulant ses feuilles par exemple. Cette expérience de vie pour cette plante va pas forcément rééditer l'ADN qu'elle va transmettre à sa descendance. Pour qu'il y ait adaptation, il faut de la diversité au départ, des individus qui sont sélectionnés drastiquement et la transmission de ces gènes de génération en génération. La plante ne s'adapte pas par volonté, mais c'est bien l'homme qui choisit les individus. Du coup, tu vas me poser la question, combien de temps ça prend pour obtenir une population qui est réellement adaptée à mon terroir? Je vais pas te mentir, ça se fait pas en 2 ou 3 générations. Et encore, on sait même pas vraiment combien de temps ça peut prendre parce que chaque plante est différente. La seule chose que je peux te dire, c'est que ça prend du temps. Pour donner un exemple, il y a une expérience qui a été réalisée sur du maïs pour essayer d'échanger morphologiquement et de modifier les dates de floraison pour que les floraisons soient plus précoces. Les chercheurs ont réussi à faire ça en à peu près 10 générations. Mais attention, 10 générations ne veulent pas forcément dire 10 ans pour créer une nouvelle variété. C'est beaucoup plus complexe que ça. Pour la variété locale que l'on connaît, ce sont souvent des résultats de sélection qui ont été faits sur plusieurs générations, voire sur plusieurs siècles. Donc toi, c'est très très long. En tant que simple jardinier, nous l'objectif, c'est pas de déposer un brevet auprès de l'INRAE. L'objectif, ça serait plutôt de faire glisser progressivement nos variétés de légumes vers des caractères de rusticité. Doit-on partir de zéro ? C'est là la partie la plus intéressante pour nous. On n'est pas forcément obligé de créer une nouvelle variété de tomates qui serait résistante à la sécheresse, parce que cette variété, elle existe peut-être déjà dans des variétés locales ou encore dans des plantes sauvages apparentées. Et c'est justement pour cette raison que les chercheurs conservent de plus en plus des collections de ressources génétiques. Parce qu'une caractéristique qui ne nous intéresse pas forcément aujourd'hui, peut être très utile demain. Une plante peu productive mais résistante à la sécheresse pourrait contenir dans son ADN des caractères intéressants que l'on pourrait combiner avec une plante plus productive. La diversité est donc réserve de solutions.
Alors, si tu veux essayer ça chez toi, eh bien, il va falloir connaître un paramètre indispensable. Il s'agit tout simplement du mode de reproduction de ta plante. On distingue donc deux modes de reproduction. Les plantes qui sont dites autogames et les plantes qui sont dites allogames. Donc pour faire la différence, les plantes qui sont autogames, elles n'ont pas besoin forcément d'être fécondées par un pollinisateur. Elles s'autofécondent elles-mêmes. On peut voir ça sur les pieds de tomates notamment et les haricots. Et les plantes qui sont allogames, comme tu as pu le comprendre, eh bien elles ont forcément besoin d'un pollinisateur ou de disperser son pollen par le vent. Et un exemple que je peux donner, c'est la courgette, les courges, les potimarrons, etc. Alors si tu veux te lancer cette année, je vais te donner une petite feuille de route. Tu vas voir, c'est pas bien compliqué. Tout d'abord, il faut que tu injectes de la diversité dans ton potager. Tu vas pas mettre 20 pieds de la même variété, il va falloir que tu mettes plusieurs variétés du même légume. Ensuite, il faut que tu définisses un objectif. Ça peut être une résistance à la sécheresse, à la chaleur, résistance à certaines maladies ou un meilleur goût. Et ensuite, il va falloir que tu instaures ton stress à la plante. Tu vas créer ou attendre que ton stress arrive, c'est-à-dire les fortes chaleurs, l'absence de pluie, etc. Dans un quatrième temps, eh bien là, ça va être juste de l'observation et noter. Il va bien falloir que tu notes, parce qu'au bout de 5 ou 10 ans de sélection, tu vas peut-être plus te souvenir pourquoi tu faisais ça. Dernier temps, tu vas pouvoir récolter et ressemer. Et tu réitères ça chaque année. Puisqu'on parle des graines, eh bien pour moi, il est impossible de ne pas parler des hybrides F1. Pour commencer, il faut sortir de la tête que les hybrides F1, ce sont des variétés qui sont stériles. Parce qu'on entend souvent dire, tu vas pas pouvoir ressemer tes graines. Alors qu'il y a une petite nuance, c'est que les graines vont bien germer, elles sont viables, c'est juste que la descendance va être totalement différente. En gros, si tu récupères ces graines et que tu les ressèmes, eh bien tu vas avoir des plantes qui vont être totalement différentes de la plante mère. Et pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce que la graine F1 est issue d'un croisement de deux lignées. La génération suivante redistribue les caractéristiques génétiques, tout simplement. Et là encore, ce n'est pas forcément mauvais. En gros, si tu récupères des graines F1 et que tu les ressèmes, eh bien la génération F2, elle, va complètement éclater. Tu auras du petit, du moyen, du beau, du pas beau, du bon, du pas bon. Donc voilà, tout va être totalement diversifié. Si tu récupères les graines F1 pour faire de l'identique, là, ça va pas du tout marcher comme je t'ai expliqué. Par contre, si tu récupères les graines F1 pour pouvoir faire de la diversité, là, c'est le top, parce que tu auras vraiment une explosion de diversité. Donc tu vois bien qu'en fonction de l'utilisation que tu veux avoir des graines F1, eh bien, il peut y avoir un inconvénient ou un avantage. C'est à toi de le voir. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut éviter une opposition trop simple. Ancienne variété contre variété moderne. Il faut savoir que les variétés modernes ont apporté énormément de progrès, mais certaines variétés locales ou anciennes possèdent également de la diversité et des caractères également intéressants. Alors, plutôt que de choisir entre les deux, pourquoi ne pas allier le meilleur des deux mondes? Conserver ce qui fonctionne des variétés modernes et aller chercher de la diversité dans les variétés locales ou anciennes. C'est exactement ce que font aujourd'hui des programmes de sélection et de recherche. Alors finalement, est-ce qu'on peut adapter nos légumes au climat de demain? Eh bien, la réponse est oui, comme tu l'as vu. Et puis, ce qui est fascinant, c'est qu'on sait déjà comment faire, depuis plus de 10 000 ans. Mais il faut oublier l'idée de créer une variété magique en 1 ou 2 ans. Comme tu as pu le voir, l'adaptation est un processus. Ça demande de la diversité, du temps, des observations et surtout de la sélection. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre 10 ans de sélection pour avoir des résultats dans ton potager. En effet, il existe déjà aujourd'hui des variétés oubliées, des populations locales et même des espèces déjà cultivées dans des régions chaudes qui sont prêtes à encaisser ce changement climatique. Et c'est exactement ça qu'on verra dans le prochain épisode. Je te dis à la prochaine, ciao ciao.